Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expansion romaine et de la conquête de l'Empire méditerranéen entre 272 et 133 avant Jésus-Christ. Pour commencer, je vais vous faire une petite citation. À toi, Romain, qu'il te souvienne d'imposer au peuple ton empire. Elle vient de Virgile. Et une autre formule latine aussi que je trouve assez belle, si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre semble être une donnée intrinsèque chez les Romains. Faut pas oublier que ça fait partie de l'identité. Romulus, le fondateur, n'est-il pas le fils de Mars, dieu de la guerre? En tout cas, Rome a rapidement mis au point une organisation militaire qui lui a permis d'avoir les moyens de ses ambitions. Il ne faut pas oublier que depuis la prise de Tarente en 272 avant Jésus-Christ, dernière cité grecque indépendante au sud de l'Italie, c'était la dernière cité étrusque indépendante. Rome domine l'ensemble de la péninsule italienne. Il ne faut pas oublier qu'avant, en Antiquité, quand on parle de l'Italie, on parle de la péninsule, mais pas du nord, qui s'appelle la Gaule cisalpine, entre parenthèses. Et après, progressivement, au fil du temps, Rome, qui est déjà une ville énorme à l'échelle italienne, quand elle va battre Carthage, elle va devenir une puissance méditerranéenne. Et il y aura un véritable emballement de cet impérialisme. En un siècle, elle va se retrouver avec un des plus grands empires de tous les temps. Donc, je vais vous parler un petit peu de la vocation conquérante, et après, je vais vous parler un peu de la Méditerranée occidentale, et enfin, je finirai par la Méditerranée orientale. Une vocation conquérante, là, on pourrait mettre un point d'interrogation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, Rome, c'est un tout petit village qui va devenir la grande ville qui va dominer le monde occidental. Il va déjà y avoir le laboratoire italien, une lente conquête de l'Italie qui va s'étendre sur 3 siècles. Vous vous rendez compte? 3 siècles pour passer d'une toute petite ville à une ville dominante à l'échelle italienne. Et après, une fois que c'est parti, en 1 siècle, on se retrouve avec une ville qui domine tout le bassin méditerranéen, avec une réorganisation de la péninsule, avec une mosaïque de statues. Les Romains ont progressivement pris soin de réorganiser les territoires au fur et à mesure des conquêtes. Ça évite certains ennuis. Ils se sont montrés pragmatiques. Une partie des conquêtes donne d'abord lieu à des annexions territoriales complètes. Ce sont les communautés annexées dans le territoire romain. Je vais vous définir ça un petit peu plus loin. Ce qu'on appelle l'agere publicus, le domaine public, c'est-à-dire des territoires confisqués au peuple vaincu et appartenant à l'État romain. Alors, on va continuer un petit peu sur les définitions. Les civitas optimo lur, citoyenneté selon le droit le meilleur, c'est-à-dire citoyenneté romaine complète, comprenant à la fois les droits civils et les droits politiques. Et enfin, les municipes, c'est les cités conquises mais qui conservent une autonomie politique. Feodus, les traités entre Rome et une autre cité, qui a fait entrer cette dernière dans une soumission à Rome et qui crée une obligation militaire. Déduction, c'est-à-dire fondation d'une colonie. Alors il y a tout un statut. Vous remarquez qu'il y a des statuts différents. Il y a des cités qui sont plus ou moins amis et c'est lié à des traités de paix. Donc là, je vous ai défini un peu ça. Alors, on va dire que il y a les colonies qui sont en 2 types. Les colonies romaines, organisées selon le droit romain, et les colonies latines, organisées selon le droit latin. Il y a plusieurs droits, et selon quel droit tu es, ça définit le type de colonie que tu es. Est-ce que c'est une cité impérialiste? On se pose énormément de questions, parce que l'impérialisme revêt une réalité différente de notre époque. Alors, ça a déjà fait beaucoup parler chez les auteurs grecs et romains, comme Polybe, par exemple. Alors, ces réflexions autour de la dynamique conquérante de Rome se sont poursuivies bien au-delà de l'Antiquité. Encore aujourd'hui, c'est un débat, on n'a pas trop de réponses. La thématique de l'impérialisme romain fait ainsi partie des plus anciens et des plus vifs débats de l'histoire.
Hein. C'est un débat que les historiens ils avaient il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et dans 50 ans, ce sera toujours la même chose. Parce que l'impérialisme romain revêt beaucoup d'aspects. Déjà, il y a un impérialisme défensif, jusqu'à la troisième guerre de Macédoine, c'est-à-dire en 171-168 avant Jésus-Christ. Ce qui consiste pour Rome à préserver ses acquis antérieurs. En gros, une défense des conquêtes précédentes. Puis un impérialisme agressif ou offensif. Vous imaginez, déjà entre les différents types d'impérialisme, il y a des différences, mais même dans les impérialismes lui-même, il y a une différence de vocabulaire. C'est une différence entre être agressif et être offensif. Il y a une différence de vocabulaire. Le tournant se situe au milieu du IIe siècle. L'année 146 avant Jésus-Christ est bien prise, bien choisie. Parce que deux cités importantes sont détruites, Carthage et Corinthe. Carthage, tu casses en Méditerranée occidentale. Corinthe, tu casses en Méditerranée occidentale. Et après, c'est tout. Voilà, désolé. Le débat sur l'impérialisme a été relancé aussi dans les années 1970 parce qu'il y avait véritablement une révolution dans les mots. Avec le tournant des années 60-70, on ne s'exprime pas pareil sur les sujets. Autre point important, c'est faire la guerre et être soldat. Faut pas oublier que l'armée romaine est une armée de citoyens. La guerre est un phénomène social et politique, c'est-à-dire la guerre, comme je vous ai dit au début de mon exposé, est centrale. Alors, d'après la légende, la formation de l'armée romaine remonterait à l'époque de Romulus. Elle aurait été composée de 3000 fantassins et de 300 cavaliers, commandés par le roi. Après, ça va évoluer, arriver à la République. Avec l'instauration de la République, la légion est dédoublée, puisqu'il en faut une pour chaque consul. Il y a 2 consuls, chacun a sa légion. Ça évite les problèmes, on va dire, comme ça chacun son jouet. La citoyenneté est donc dès à l'origine étroitement associée à la nécessité de défendre la cité. Et oui, être un citoyen, c'est être celui qui peut défendre la cité. Un peu comme nous, être un citoyen devait défendre son pays il y a un siècle de cela. Et il y a des évolutions tactiques décisives. Plus l'armée grossit, plus elle affine ses techniques et plus elle devient meilleure. Elle ne se repose pas sur ses acquis. Surtout au IVe siècle, on apporte de nouvelles choses. Par exemple, les manipules, unité tactique de 120 hommes, l'infanterie, c'est l'ensemble de soldats qui combattent à pied. La cohorte, une unité tactique de la Légion qui regroupe 3 manipules tirées de chaque ligne de bataille. Pour devenir soldat, il y a un recrutement militaire qui est fait chaque année, c'est le dilectus, et il y a une hiérarchie militaire extrêmement développée, ainsi qu'un entraînement digne de ce nom. On va dire que c'est les plus vieux qui forment les plus jeunes. Deuxièmement, on va parler de la Méditerranée occidentale, et surtout de Rome face à Carthage. Alors, faut pas oublier que la question est très simple avant la première guerre punique. Carthage ou Rome? On va dire que la Méditerranée, c'est un poulailler, il y a 2 coqs, Rome et Carthage. Faut savoir qui c'est qu'aura les poules. Donc, première guerre punique, la guerre de Sicile, parce que c'est en Sicile que tout s'est déclenché. 264-241 avant Jésus-Christ. Faut pas oublier que Carthage est une puissance maritime. Elle domine les mers et Rome est une puissance terrienne. Au départ, c'est une guerre navale, donc Rome va être obligé de faire ses bateaux avec une issue longtemps incertaine. Et oui, on a les 2 plus grosses cités de Méditerranée occidentale qui se mettent sur la tête. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, les 2 meilleures armées du monde se mettent sur la tête, tu sais pas qui c'est qui va gagner. Donc la guerre commence d'abord par des combats terrestres, puis après on va s'enchaîner sur des batailles terrestres. Et arrivé en 241, Carthage va demander la paix, il va y avoir un règlement du conflit par un traité. Carthage va devoir abandonner la Sicile, les îles Égate et Lipari, qui vont devenir romaines. La Sicile va devenir elle aussi romaine. Carthage et Rome s'engagent à ne plus intervenir l'un contre l'autre, et Carthage doit verser de l'argent. Mais malgré la paix, les tensions restent. Carthage a des difficultés financières, parce qu'il faut payer à un moment. Rome, quant à elle, doit faire face à une augmentation de la piraterie. Oui,
Carthage ne maîtrise plus les mers, donc qui c'est qui maîtrise les mers? Les pirates. Hein. Ah c'est bien, on a réglé un problème, mais on se retrouve avec un autre problème. Alors, on a la deuxième guerre punique, hein, la guerre d'Hannibal. Hein. Faut pas oublier que la famille d'Hannibal, hein, la famille Barca, déteste Rome. Et là, ils ont élevé le petit Hannibal en mode tu dois détester Rome. Ils l'ont élevé dans la haine. Alors, arrivé à un certain âge, il s'est dit les Romains, je vais les fumer. Hein. Mais il faut pas oublier un truc très important, Hannibal est sans aucun doute le Carthaginois peut-être le plus célèbre, mais aussi un puissant général. Niveau militaire, au moment antique, il y a Hannibal, il peut s'asseoir à la même table que César et Alexandre le Grand. Hein. Ça, la crème, dirons-nous. Alors, je vais vous expliquer à peu près les grandes phases du conflit. Les premières années du conflit sont difficiles, voire catastrophiques pour Rome. Hein. Défaite, défection des alliés, problèmes politiques, enfin ça ne va pas. Hein. En plus, Hannibal, on pensait qu'il était en Espagne, donc on envoie l'armée, on espère le retrouver, le dégommer. Hannibal les évite, passe par les Alpes, il se retrouve en Italie, les autres ils se sont fait doubler, c'est une catastrophe. Hein. Il y a la défaite de Cannes qui est assez violente. Hein. 45 000 morts sur 80 000 hommes, dont un consul, 80 sénateurs y passent. Vous imaginez? Il y a à peu près 300 sénateurs. T'as quasiment un tiers de ton Sénat qui y passe. C'est d'une violence pas possible. Et puis il n'y a pas que Cannes, hein, ils se sont pris d'autres défaites. Arrivé à un moment, ils se sont dit, bon, on est dans l'impasse. Carthage n'a pas les moyens d'attaquer les Romains sur Rome, parce que Rome est fortifiée, parce que Carthage manque de soldats, parce que le ravitaillement est difficile. Rome a des difficultés, ils ne peuvent pas éliminer physiquement les Carthaginois. On est un petit peu dans un match nul. Donc on va déplacer le conflit un petit peu sur les périphéries. Hein. Scipion va se retrouver à la tête d'une armée en Espagne au départ, puis grâce à ses réussites en Espagne, il va se retrouver en Afrique, où il va pouvoir mettre la pression sur Carthage. Hein. Hannibal va être obligé de rentrer en catastrophe parce que Scipion il va taper à la porte de Carthage, il va leur faire coucou. Hein. Et là, ça pose énormément de problèmes. Mais il ne faut pas oublier que malgré cette victoire, Rome a un lourd bilan. Hein. Beaucoup de morts, 200 000 Italiens, 50 000 citoyens y passent, l'Italie est ruinée, et en plus les relations avec les Alliés sont pas super. Hein. Donc il va y avoir une obligation de consolider la domination en Occident, déjà renforcer l'hégémonie en Italie. Hein. Il va y avoir des mesures qui vont être prises pour s'assurer que les Alliés y soient partis une fois, mais qu'ils ne recommencent plus. Hein. On va aussi prendre un symbole très fort, on va détruire Carthage. En 149-146, il y aura une troisième guerre punique. Quoi de mieux que pour régler le problème, de détruire le problème. Hein. Donc ils vont y aller, puis ils vont détruire. Enfin, il va y avoir une lente et difficile conquête de l'Espagne. Hein. Ça va être une longue conquête qui va prendre encore un siècle. Mais progressivement, on va défendre ce qu'on a déjà et on va conquérir de nouvelles choses. Alors, avant d'attaquer la troisième partie, je tiens à faire un petit point. Quand je parle de Méditerranée occidentale, c'est la partie ouest. Et après, là, on va parler de la Méditerranée orientale, la partie est. Donc, c'est surtout Rome face au monde grec. Rapport un peu bizarre, hein, parce que d'un côté, on veut les conquérir, mais d'un autre côté, les élites sont mes fans des Grecs et de la culture grecque. Pour donner une petite comparaison, c'est un petit peu comme nos dirigeants, les pro-américains là, qui sont hyper fans des États-Unis, enfin tous les pro-américains qu'on a dans notre société. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec les Romains et les Grecs. De plus, le bassin méditerranéen est largement hellénisé parce qu'il y a beaucoup de colonies grecques sur beaucoup d'endroits. Rien que Marseille. Donc, c'est ce qu'on appelle le philhellénisme, phénomène d'admiration et de sympathie pour la culture et le mode de vie grec. Les aristocrates philhellènes affichent ostensiblement cette admiration. Donc il va y avoir la conquête de la Grèce avec les trois guerres de Macédoine entre 215 et 168 avant Jésus-Christ, et la soumission des cités grecques en 146 avant Jésus-Christ. Le principal adversaire de Rome en Orient à cette époque est le royaume de Macédoine,
qui contrôle toute la Grèce continentale. Donc il va y avoir une première guerre qui va se dérouler pile poil au même moment que la guerre punique, et une deuxième guerre. Là, celle-là, c'est une petite vengeance. Hein. La Macédoine avait rejoint Hannibal, donc là, après la guerre, ils ont fait. Les Romains sont arrivés vers les gars de la Macédoine, ils leur ont fait vous nous avez trahis. On est bien d'accord. Bon, bah attendez, maintenant que ça va mieux, on va s'occuper de vous. Hein. Et donc la deuxième, et ça va toujours viser le même dirigeant, c'est Philippe V qui est au pouvoir, ben, les 2 fois. Et bah, il va se prendre une énorme défaite. Son fils aussi, qui va essayer de se battre, bah, il va se reprendre une défaite. Hein. Donc voilà, tranquillement, la Macédoine va être conquise. Bah, la Macédoine, vu que c'est la Grèce, bah, ils vont prendre la Grèce. Hein. Et puis ça va se faire progressivement, il va y avoir des soulèvements, donc les Romains vont revenir, vont remettre une petite défaite pour que les autres y comprennent bien. À un moment, ils vont en avoir marre, ils vont faire un exemple, ils vont détruire Corinthe. Ils vont arriver vers les gens les Grecs, ils vont leur dire bon, on va détruire une ville, vous allez comprendre, c'est qui les patrons maintenant. Il va y avoir aussi toute la mise sous tutelle de l'Asie mineure et de l'Égypte. Hein. Quand je parle de l'Asie mineure, c'est surtout l'actuelle Turquie. Hein. Hein, c'est plus à l'est, ça a même remonté jusqu'en Syrie. Hein. Faut pas oublier. Hein. Et la mainmise de Rome sur l'Orient va se confirmer avec la mort du dernier roi de Pergame. Hein. Attendez, je regarde ma carte pour vous situer un petit peu. Alors, Pergame, voilà, c'est vraiment bien à l'est. Hein. Donc à ce moment-là, quand il meurt, sur son testament, il lègue son royaume à Rome. Et ce qui lui permet à ce royaume de devenir une province romaine. Donc voilà, progressivement, hein, on va conquérir plus à l'est avec la Syrie, l'Israël actuel. Voilà, l'Égypte ne sera pas encore conquis. Hein. Il faudra vraiment attendre le 1er siècle avant notre ère, hein, moins 30. En conclusion, on peut dire que Rome est une grande puissance militaire qui repose sur une armée civique perfectionnée et une expérience. Ça aide énormément. C'est pour ça qu'elle a connu des difficultés lors de la Deuxième Guerre punique, parce que les éléments d'expérience, ils sont morts, hein, donc ils peuvent pas transmettre leur expérience. Et tant que les petits jeunes se forment, ça a mis un petit temps. Alors, d'abord, l'hégémonie va se faire à l'ouest, hein, sur la Méditerranée dite occidentale, hein, en éliminant Carthage, puis en la renforçant, hein, en redéfinissant la domination sur l'Italie, et enfin avec la prise de contrôle de l'Espagne et de l'Afrique du Nord. Alors, en Méditerranée orientale, c'est surtout diplomatie et guerre, hein, surtout avec la soumission des monarchies hellénistiques et des cités grecques. Hein. La cité romaine devient très riche avec ça. Hein. Il y a des richesses qui vont arriver parce que la guerre, le butin et tout ça. Et en plus, on ajoute ça une grande fascination culturelle. Hein, je vais vous donner quelques petites dates pour définitivement finir la vidéo. 264-241 avant Jésus-Christ, première guerre punique. 218-201, deuxième guerre punique. Hein, toutes les dates sont avant Jésus-Christ. Bon, faut pas oublier que 216, on a la défaite de Cannes. Et 202, on a la victoire de Zama. Les 2 guerres de Macédoine, la première de 215 à 205, la deuxième de 200 à 197. En 197, on crée 2 provinces en Espagne. Hannibal meurt en 183, 171, 168, troisième guerre de Macédoine, 146, destruction de Carthage et de Corinthe, et 133, annexion de l'Asie mineure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Ciao!